d'être là. Merci à Madame Emmerich d'être venue pour faire ce retour d'expérience. Donc, on va vous présenter cette conférence sur la rénovation de la copropriété, quelles sont les étapes et quels sont les acteurs. Donc, comme l'a dit Sandrine Conrat, je vais commencer par parler des grandes étapes et des grands acteurs, et ensuite on fera un retour d'expérience avec Madame Emmerich, qui est responsable développement au bureau d'études Reanova. Donc moi je suis Pierre Copal, je suis conseiller copropriété pour l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Grand Paris Seine-Ouest. Donc j'accompagne des projets de rénovation de copropriété en phase audit et en phase de conception en tant que tiers de confiance dans le cadre du service public de la rénovation. On reviendra là-dessus plus tard. On commence tout de suite avec la rénovation énergétique globale d'une copropriété. Qu'est-ce que c'est et comment ça se passe en schéma. Donc d'abord, une rénovation globale, c'est la réalisation d'un ensemble de travaux, typiquement au moins 2 postes de travaux en même temps, dans le but de gagner soit du temps et de l'argent déjà, d'avoir des travaux cohérents et de bénéficier des aides fléchées sur les rénovations globales, donc c'est-à-dire MaPrimeRénov'. Donc on reviendra là-dessus ensuite. Typiquement, les travaux qui peuvent apparaître dans une rénovation globale, ça sera l'isolation des parois, donc les murs, la toiture, le plancher bas, le changement du système de chauffage ou l'amélioration de la ventilation. À partir du moment où il y a plusieurs de ces postes de travaux qui interviennent, on commence à parler de rénovation globale. En copropriété, la rénovation globale, on parle de temporalités qui sont longues. On parle donc de au moins, pour une rénovation globale typique, 3 assemblées générales qui se succèdent, donc environ 3 ans, et donc pour déclencher les 3 étapes de la rénovation globale, qui sont tout d'abord l'audit ou le diagnostic, ensuite la conception, c'est-à-dire le programme de maîtrise d'œuvre de rénovation de la copro, et enfin les travaux, donc avec à chaque fois au moins une AG pour sanctionner le résultat de l'étape précédente et décider de la suite ou non du projet à poursuivre. Donc on parle de projets qui s'étalent sur au moins 2 ou 3 ans. Voilà, donc je vais revenir plus en détail sur toutes ces étapes, sur qui intervient quand. Et donc sur la première partie qui sera sur les acteurs et leurs interactions. À chaque fois, je mets une petite photo d'une copropriété qui a fini ses travaux, qui est rénovée, pour vous prouver que c'est possible, que ça existe. Donc ici, c'est une copropriété à Vanves qui a fini ses travaux en 2023, qui a fait ce choix de façade assez inédit, et c'est assez rigolo. Il y a beaucoup plus d'informations dans l'exposition qui est à l'entrée du salon, où il y a des fiches de retour d'expérience avec tous les budgets et les intervenants. Donc les acteurs d'une rénovation en copropriété, le premier acteur, c'est vous. C'est ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage dans le langage du bâtiment, c'est-à-dire les décideurs, le donneur d'ordre. Et en copropriété, la maîtrise d'ouvrage a la particularité d'être une maîtrise d'ouvrage composite, ce qui ne facilite pas toujours les choses, évidemment. Donc c'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage, c'est l'ensemble des copropriétaires, en fait. Mais dans les faits, elle est représentée par le conseil syndical, dont vous faites peut-être sûrement partie, et assistée par le syndic. Donc c'est ces 3 organes qui forment la maîtrise d'ouvrage et qui doivent déjà réussir à s'entendre, dans la mesure du possible, pour faire émerger des projets. La maîtrise d'ouvrage, elle est aidée tout le long du projet par nous, les conseillers Seine-Ouest Rénov', donc la déclinaison locale du France Rénov', qui jouent donc le rôle de tiers de confiance tout au long du projet, et j'aurai l'occasion d'y revenir. La maîtrise d'ouvrage va missionner ce qu'on appelle le maître d'œuvre. Donc le maître d'œuvre, on va revenir là-dessus, c'est un bureau d'études ou un architecte qui va vraiment pouvoir mener le projet, notamment la partie technique du projet. Le maître d'œuvre, lui, pilote les entreprises de travaux. Donc vous voyez que dans le cadre d'une rénovation globale, ce n'est pas directement vous qui pilotez les entreprises de travaux. Ça passe par la maîtrise d'œuvre. Il y a un autre intervenant avec lequel vous êtes peut-être moins familier, c'est ce qu'on appelle l'assistant à maîtrise d'ouvrage. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, il va lui s'occuper de la partie financière, donc des dossiers d'aide, parce qu'on va revenir en détail sur les aides en copro, mais on va souvent parler de dossiers d'aide très compliqués. Vous imaginez bien que pour des copropriétés, il va falloir monter des dossiers d'aide potentiellement pour chaque copropriétaire, en plus des dossiers d'aide collectifs. Et donc il faut obligatoirement avoir un assistant à maîtrise d'ouvrage. L'assistant à maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre sont obligés de travailler ensemble parce qu'on ne peut pas établir de plan de financement tant qu'on n'a pas une bonne idée des travaux.
étant que le maître d'œuvre n'a pas un programme de travaux bien fixé. Et parfois, ça peut être aussi la même entreprise. Et ça aussi, on va revenir là-dessus avec le cas de Reanova. Voilà pour les acteurs de la rénovation énergétique. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'ils interviennent. Donc, on reprend la frise de tout à l'heure avec les différentes étapes. La préparation, l'audit, la maîtrise d'œuvre et les travaux. Donc, nous, on intervient tout le long du projet, comme on l'a dit. Donc, nous, France Rénov'. Le bureau d'études maître d'œuvre, idéalement, il intervient dès l'audit et on garde le même bureau d'études jusqu'à l'exécution des travaux. Il peut y avoir des changements de maître d'œuvre en cours de projet, mais ce n'est pas le cas idéal. Ensuite, en phase de conception, l'assistant à maîtrise d'ouvrage doit intervenir pour faire le plan de financement. Et ensuite, il reste là pour les travaux. J'ai un grésillement, moi. Et enfin, les entreprises de travaux interviennent seulement en phase travaux. Donc voilà les différents acteurs et leurs interventions. Donc on va maintenant tout de suite passer à la première phase, qui est la phase d'audit. Et on va plus particulièrement parler d'un type d'audit, qui est ce qu'on appelle le DTG, pour diagnostic technique global. Ici, la photo, c'est une résidence à Boulogne, dont les travaux se sont terminés l'année dernière. Donc le DTG pour diagnostic technique global, c'est un audit très complet qui comprend d'abord un état des lieux à la fois architectural et énergétique de votre résidence. Il est réalisé par un bureau d'études avec parfois, mais pas toujours, l'appui d'un architecte. Ce sont des professionnels du bâtiment qui réalisent cet audit. Et son objectif, c'est de donner des scénarios de travaux pour rénover la résidence. Et donc, je parle bien là de scénarios de rénovation globale, c'est-à-dire des scénarios qui vont porter sur plusieurs travaux en même temps. Et chaque scénario va être associé à un gain énergétique qui sera calculé. Et retenez bien cette notion de gain énergétique associé à chaque scénario, parce qu'elle sera très importante pour la suite. Et c'est dès le DTG qu'on calcule le gain énergétique associé à chaque scénario de travaux. Le DTG, en revanche, ne permet pas de lancer les travaux directement. C'est uniquement un audit, une phase préparatoire qui fait un état des lieux, donne des scénarios, mais qui ne permet pas de lancer les travaux. Ce que je ne mets pas là, mais c'est qu'il permet aussi de répondre aux obligations réglementaires des copropriétés, que sont le projet de plan pluriannuel de travaux et le DPE collectif. Je ne vais pas m'étendre sur ces aspects-là, mais ils sont aussi contenus dans le DTG. Vous pouvez le garder à l'esprit. Au niveau du contexte réglementaire et financier, il y a une aide de la métropole du Grand Paris pour financer les diagnostics techniques globaux, donc de 5 000 € sur le montant du DTG. Donc ça peut financer une bonne partie de votre audit, dépendant de la taille de votre copropriété. Cette aide, elle est délivrée à condition de respecter un référentiel qui permet d'encadrer la prestation et d'être accompagné par nos services, les conseillers et les conseillères France Rénov' de votre territoire, donc en l'occurrence les conseillers de l'Agence locale d'énergie et du climat de GPSO. Donc voilà, en résumé, le DTG, c'est un audit global qui est la première étape d'un projet de rénovation globale et qui va vous permettre de vous projeter dans cette rénovation. Pour continuer sur le DTG, pour que tout le monde ait bien en tête qu'est-ce que c'est, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour aller sur le déroulement du DTG. Donc d'abord, avant de lancer le DTG, il faut s'assurer d'avoir l'accord des aides de la métropole du Grand Paris. C'est très important, il ne faut pas signer de devis, sinon vous passez à côté de l'aide de 5 000 €. Donc il faut commencer par se rapprocher de nous et s'inscrire sur le coach CoPro. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais je vous le dis dès maintenant. Ensuite, le DTG commence par une réunion de lancement avec le bureau d'études et le conseil syndical pour caler le calendrier. Et ensuite a lieu la visite technique où le bureau d'études va visiter la copro, les parties communes et notamment la chaufferie, et aussi certains appartements, donc les appartements représentatifs qui sont par exemple sous les toits, au-dessus de la cave, etc. Si le chauffage est collectif, il faut impérativement que le DTG se fasse en période de chauffe. Sinon, la chaufferie ne marche pas et ça a beaucoup moins d'intérêt. Cette visite technique donne lieu à un premier rapport, un rapport provisoire, qui est présenté au conseil syndical lors d'une réunion intermédiaire. Réunion qui est un peu le moment où les scénarios de travaux vont pouvoir se décider avec le bureau d'études et en prenant en compte les envies, on va dire, du conseil syndical.
Et c'est à cette réunion que nous, dans le cadre de notre accompagnement, on demande toujours à être conviés pour pouvoir s'assurer que tout se passe bien, répondre aux questions des différents intervenants. Et voilà, juste dans le cadre de l'aide, on demande à être là. Cette réunion intermédiaire donc ensuite donne lieu à un rapport final en prenant en compte les préconisations du bureau d'études et les besoins du conseil syndical. Et ce rapport final est présenté à l'ensemble de la copropriété lors d'une réunion de présentation qui est à dissocier de l'Assemblée générale. Même si ça peut ne pas être facile de réunir la copro 2 fois dans l'année, idéalement, il faut quand même le faire pour présenter les conclusions de ce premier audit et pour donner envie aux gens de continuer. Il ne faut pas les abrutir de plein d'informations lors de l'AG où il y a déjà beaucoup de choses à décider. Et ensuite, du coup, idéalement, l'AG se passe et l'AG débouche sur le vote de la phase 2. Donc on passe en phase 2. Donc la phase 2, c'est la phase conception, où le projet va être affiné et on va aller vers le vote des travaux. La résidence ici est à Meudon et les travaux ont été terminés en 2022. La phase conception, donc, elle se décline en 2 parties. Là, on a choisi déjà un scénario de travaux. On a voté cette phase de conception, des budgets, des devis. Et on approfondit le scénario de travaux. Et donc la première chose à approfondir, c'est d'abord la partie technique. Et donc là, on parle de maîtrise d'œuvre de conception, c'est-à-dire l'élaboration du projet définitif de travaux avec les copropriétaires et notamment le conseil syndical. Les autorisations d'urbanisme, qui peuvent être parfois quelque chose de très bloquant sur le territoire, et c'est le travail du maître d'œuvre de proposer un projet qui va permettre de passer ces autorisations d'urbanisme. Et la consultation des entreprises de travaux avec rédaction du cahier des charges de consultation. Cette phase-là, cette partie-là, elle est aidée par la métropole du Grand Paris, comme le DTG, à hauteur de 10 000 €, à condition, il y a une condition supplémentaire, qui est d'étudier un programme de travaux avec 35% de gain énergétique. C'est là que la notion de gain énergétique revient pour la première fois. Elle va revenir à nouveau. Donc la métropole aide cette phase-là. Il n'y a pas de condition sur le vote des travaux par la suite. Il y a juste condition d'étudier un programme ambitieux. Donc ça, c'est pour la partie technique de la phase conception. Maintenant, il y a aussi une partie financière, qui est la partie AMO, donc assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc on retrouve l'acteur dont j'avais parlé au début, qui lui va vraiment... Alors j'enverrai les slides, elles seront en ligne normalement à la fin du forum. Donc la partie financière, c'est pour monter le plan de financement. Donc c'est absolument primordial, dès la phase conception, d'avoir un plan de financement. Sinon, il est très difficile de voter des travaux si les copropriétaires ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils doivent payer, quelles aides, quels prêts ils vont pouvoir bénéficier, etc. Donc l'assistant à maîtrise d'ouvrage va devoir réaliser une enquête sociale auprès de la copropriété pour savoir qui va avoir droit à quoi. Établir un plan de financement à partir du scénario du programme de travaux établi par le maître d'œuvre, et ensuite accompagner au vote des travaux. Cette partie AMO, elle est aussi aidée dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété, donc par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, mais c'est une aide qui tombe qu'à la fin des programmes de travaux, donc c'est une aide beaucoup plus lointaine. Mais vous pouvez quand même retenir que cette partie AMO est aidée à hauteur de 30%. Donc voilà pour la phase conception, dont le but est d'affiner le programme de travaux et qui est vraiment l'étape préliminaire au vote des travaux. Idéalement, à l'issue de cette phase conception, les travaux sont votés par l'Assemblée générale. Et donc maintenant, je vais parler des financements qu'on peut obtenir en phase travaux, dont MaPrimeRénov' copropriété. Là, le projet affiché, donc c'est un avant-après, c'est à Sèvres, c'est un avant-après que je trouve assez intéressant. C'était un beau projet. Ils ont aussi mis des panneaux solaires sur leur toit. Projet très ambitieux. Voilà. Donc, avant de parler de MaPrimeRénov', je parle de quelques autres aides financières que vous allez pouvoir débloquer. Sachant qu'à partir de ce moment-là, les aides financières, ce sera le travail de votre AMO en phase de travaux. C'est l'AMO qui s'occupe de mobiliser les aides financières. Donc, il y a d'abord la TVA à taux réduit, et ensuite les certificats d'économie d'énergie, qui sont un dispositif qui vous donne des primes pour chaque travaux d'économie d'énergie réalisé. C'est à mobiliser auprès des fournisseurs d'énergie.
Donc ça, c'est pour tout type de travaux de rénovation. Mais nous, ici, on est dans le cadre d'une rénovation globale. Donc on va parler de MaPrimeRénov' copropriété. MaPrimeRénov' copropriété, c'est un dispositif très intéressant parce que c'est une aide collective. Comme les autres aides d'ailleurs, les aides que j'ai affichées sur la slide précédente, c'est une aide qui est destinée aux syndicats des copropriétaires. Donc tout le monde en bénéficie à la hauteur de sa quote-part, sans condition de ressources. Néanmoins, ceci dit, elle a des conditions assez restrictives. Déjà, il faut absolument être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage pour déposer les dossiers d'aide. Et ensuite, il faut exécuter un programme de travaux qui réalise le fameux 35% de gains énergétiques. 35% qui sont calculés par l'audit. Il ne s'agit pas de gains énergétiques atteints, mais de gains énergétiques calculés. Néanmoins, ça peut être, il faut réaliser un programme de travaux relativement ambitieux. À ces conditions-là, on peut débloquer la subvention socle de MaPrimeRénov', qui est donc de 25% du montant des travaux, et donc il y a jusqu'à 6 250 € par logement qui peuvent être versés comme aide. Voilà. Ce montant va être réévalué à la hausse a priori l'année prochaine. Je ne peux pas vous en dire plus. Et il y a aussi une aide individuelle supplémentaire pour les ménages modestes et très modestes, pour les aider eux aussi à aller vers le programme de travaux. Et enfin, je vais parler aussi brièvement, maintenant que j'ai évoqué les aides en face, pour financer les travaux. Pour financer les travaux, il y a les aides financières, mais il y a aussi évidemment les prêts collectifs. Les prêts collectifs qui présentent le même intérêt que MaPrimeRénov' et les aides collectives, c'est-à-dire que c'est délivré au syndicat des copropriétaires, donc il y a moins de conditions, notamment les conditions d'âge sont levées pour les prêts collectifs. Néanmoins, il s'agit de prêts qui sont sans solidarité et sans obligation pour les copropriétaires. Donc ça reste assez souple et vous n'êtes pas pieds et poings liés avec la copropriété. Les prêts collectifs, donc il y a d'abord le prêt à taux zéro qui est particulièrement intéressant en cette période de hausse des taux parce que vous pouvez mobiliser jusqu'à 50 000 € par logement pour financer votre rénovation globale, à condition toujours d'aller vers les fameux 35% de gains énergétiques. C'est un dossier qui est assez compliqué à monter, qui devrait normalement être simplifié l'année prochaine aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait avec le syndic et votre assistant à maîtrise d'ouvrage. À nouveau, il peut aussi intervenir pour le montage de prêts collectifs. Et il y a d'autres prêts collectifs qui ne sont pas à taux zéro, qui sont les prêts collectifs pour financer les travaux. Donc pas forcément les travaux de rénovation énergétique. Donc c'est les prêts CoPro 100 et CoPro 1. Donc là, c'est pas à taux zéro, mais c'est quand même collectif. Donc ça peut être aussi intéressant. Voilà pour la partie financement. Je vais juste revenir assez rapidement sur l'accompagnement que nous, on propose aux copropriétés. Comment vous pouvez rentrer dans cet accompagnement, rentrer en contact avec nous, à quel moment, etc. Donc nous, pour nous représenter s'il y a besoin, on est donc l'agence locale de l'énergie et du climat de Grand Paris Seine-Ouest. Donc on intervient sur les 8 communes de Grand Paris Seine-Ouest. On est une équipe de conseillers et de conseillères qui sommes là pour donner un conseil neutre, indépendant et gratuit dans toutes les phases des projets. On fait également de la préinstruction pour les fameuses aides de la métropole pour les études, donc il faut obligatoirement passer par nous, comme je disais, pour avoir ces aides-là. On est aussi derrière le dispositif de Coach CoPro. Coach CoPro, c'est un site internet qui est à l'échelle de la métropole du Grand Paris, mais on en est les acteurs locaux au niveau du territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Et on réalise des animations pour les copropriétaires, notamment des visites de sites qui peuvent être assez intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site et à vous abonner à la newsletter, si besoin. Au niveau de l'accompagnement du projet, on intervient en phase de préparation avant le premier vote du premier audit, en faisant des rendez-vous. Donc vous pouvez nous contacter via le coach CoPro ou via le site directement de Grand Paris Seine-Ouest Énergie. On fait des rendez-vous, généralement des rendez-vous en visio, mais on fait aussi des permanences physiques s'il y a besoin, soit avec une personne, soit avec tout le conseil syndical, pour comprendre le projet, préciser le projet, vous orienter au mieux. On peut comparer les devis que vous recevez pour les DTG et les audits. Et évidemment, on aide au montage pour les dossiers d'aide pour solliciter l'aide au DTG. Ensuite, en phase d'audit, on participe aux réunions intermédiaires comme on a vu. On joue le rôle de tiers de confiance. Et on peut aussi comparer les devis que vous recevrez pour la phase suivante, c'est-à-dire les devis d'AMO et de maîtrise d'œuvre. Donc une fois de plus, voilà, faut pas hésiter à nous solliciter. De toute façon, quand vous lancez un DTG,
vous êtes avec nous, vous avez un conseiller référent dans notre agence, et il faut impérativement le tenir au courant. Une fois ensuite que l'assistant à maîtrise d'ouvrage est voté et que vous entrez en phase conception, là on considère qu'on a moins de plus-value à ajouter. On garde notre rôle de tiers de confiance, mais on essaye, quand ça se passe bien, de passer le relais avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage pour que ça soit, que ça soit à lui de terminer le montage du projet pour aller jusqu'au vote des travaux. Et en phase travaux, normalement, si tout se passe bien, on est plus sollicité. Mais on reste, vous conservez un interlocuteur chez nous. Et ensuite, par contre, on récupère le projet pour le valoriser quand ça s'est bien passé. Le but, c'est de créer une dynamique au niveau de la rénovation, et donc c'est important de communiquer sur les projets réalisés. Voilà, et ma dernière slide, du coup, ce sont donc diverses ressources qui peuvent vous intéresser, notamment la page du programme Rénovons Collectif, où il y a plein de guides. Il y a un MOOC, tout ça est gratuit, ça vaut le coup d'aller voir sur la page de rénovonscollectif.fr. Et puis il y a notre site GPSO Énergie et le Coach CoPro, où il y a des documents de référence, un annuaire des professionnels qui peut être intéressant, et des fiches de projet réalisées, donc comme les fiches qui sont affichées à l'entrée, mais il y en a beaucoup, donc vous pourrez forcément trouver un projet qui corresponde à peu près à la copro que vous avez, pour que ça vous donne une idée de ce que vous pouvez réaliser. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser la parole à Madame Emmerich pour présenter un retour d'expérience. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Merci. Alors oui, je suis représentante de la société Reanova, qui a la particularité d'avoir été pionnière déjà dans la rénovation globale. Donc depuis 2011. D'ailleurs, on a été fondé par un voisin, puisque Édouard de Rugy, fondateur, est meudonnais. Donc on connaît très bien le territoire. Moi-même, j'habite à Meudon aussi. On connaît très bien le territoire et on a beaucoup de projets sur le territoire de GPSO. Donc on a été fondé en 2011 et on est une société donc comme je le disais, qui gère aussi bien l'assistance à maîtrise d'ouvrage que la maîtrise d'œuvre. Et la particularité, c'est qu'on a toutes les compétences en interne qui sont orchestrées par un chef d'orchestre, donc qui est le responsable développement. En l'occurrence, je suis responsable développement donc pour beaucoup de projets chez Reanova. C'est-à-dire qu'on va intervenir depuis l'audit jusqu'au suivi des travaux et jusqu'à la réception des travaux, et ensuite même plus tard, puisqu'on a une garantie décennale, évidemment, une garantie de dommages d'ouvrage sur les projets. Donc les compétences qu'on a en interne, c'est des architectes, des ingénieurs thermiciens, des chargés de financement, des économistes de la construction qui font des appels d'offres, des chefs de projet, etc. Et donc toutes ces personnes sont mobilisées sur votre projet et interviennent aux différentes étapes du projet. Donc là, par exemple, si on parle de cette copropriété, donc qui fait partie des 80 copropriétés qu'on a rénovées à Vanves, j'ai beaucoup d'écho moi, ce serait mieux sans ça. Cette copropriété, on a mené le projet depuis le début. Alors en termes de... elle est tout à fait dans notre cible, c'est-à-dire qu'on s'attache d'abord à rénover des copropriétés qui ont été construites après-guerre et jusqu'aux réglementations thermiques qui ont suivi les chocs pétroliers. Donc ça va être de la période 1945 à peu près 1990. Donc des copropriétés qui ont un potentiel de rénovation globale. Qu'est-ce que ça veut dire un potentiel de rénovation globale? Ça veut dire qu'on peut faire des économies d'énergie et évidemment dépasser 35%. Donc là, c'était une propriété relativement compacte. Vous voyez qu'il y a un bâtiment avec une partie en L. Il n'y a pas de balcon. Donc ça veut dire d'emblée, c'est plutôt facile à isoler. Et il n'y a pas non plus un parement, une façade en pierre ou autre qui serait impossible ou difficile à isoler, sauf avec des surcoûts prohibitifs. Donc ce bâtiment, cet immeuble qui comprend 59 logements, fait tout à fait partie des copropriétés cibles. Alors, donc l'étiquette de départ, il était entre E et F, donc limite, pas tout à fait passoire thermique, on n'est pas tout à fait dans le rouge. Et il y avait pas mal de problématiques que le conseil syndical et les copropriétaires relevaient. Donc évidemment la facture de chauffage,
la source d'énergie, c'était du fioul, donc ça, c'est évidemment amené à disparaître et c'est pas très rentable aujourd'hui. En termes de confort, on a observé beaucoup de désordre en termes de fuite d'air, d'humidité sur les murs, puisque les parois froides, il faut savoir que quand des murs sont en béton non isolé, vous avez la température du mur qui va se rapprocher de la température de l'extérieur. Et même si vous chauffez beaucoup, votre ressenti de confort à l'intérieur de l'appartement sera la moyenne entre la température du mur et la température du chauffage. Donc, en gros, vous pouvez chauffer à 25 degrés. Si le mur est à 10 degrés, vous aurez toujours froid. Et c'est un gaspillage d'énergie et c'est un inconfort. Pareil pour l'été, hein, puisque le confort d'été est aussi une préoccupation. Et par ailleurs, le bâtiment était défraîchi, il nécessitait un ravalement avec des garde-corps qui étaient abîmés, parce que ça aussi, ça fait partie du DTG, de déterminer quels sont les éléments architecturaux à pérenniser. Et souvent, les garde-corps, les nez de balcon, les nez de dalles sont abîmés, donc il faut s'en occuper. Parce que ça, c'est la sécurité des personnes, comme la sécurité incendie d'ailleurs. Et donc, il y avait beaucoup de ponts thermiques et beaucoup de désordre sur ce bâtiment. Donc là, vous avez quelques photos qui illustrent ça. Alors là, vous avez un extrait du DTG où on vous donne, comme l'expliquait M. Copal, on va vous faire plusieurs scénarios. Donc depuis le scénario le plus basique, on appelle ça le scénario 0, qui va vous servir de référence. C'est le minimum vital qu'il faut faire dans les années à venir pour pérenniser votre bâtiment, jusqu'au scénario idéal, bâtiment basse consommation. Et entre les deux, on vous en propose plusieurs, éventuellement, s'il y a plusieurs scénarios intéressants à explorer. Et c'est aussi ce qu'on travaille lors de la réunion intermédiaire avec le conseil syndical. Donc là, on s'était orienté, la copropriété avait choisi le scénario très ambitieux, enfin le plus ambitieux de ceux qui avaient été proposés, donc qui permettait d'atteindre une étiquette C avec une très bonne, très proche du B en fait. Hein, vous voyez. Et en termes financiers, donc l'effort mensuel correspondant à ce scénario, parce que ça aussi on le calcule dès le DTG, pour une typologie d'appartement, les typologies principales d'appartements, donc en l'occurrence pour le F4, c'était un effort mensuel de 62 €. Donc vous voyez, c'est abordable. Vu comme ça, c'est abordable. Voilà. Alors du coup, le plan de travaux qui a été défini avec la copropriété, c'est évidemment d'isoler les façades par l'extérieur, d'isoler toute l'enveloppe. On s'est occupé de la toiture. On s'est occupé des volets roulants et de l'isolation des coffres. Alors, il faut savoir que quand on isole par l'extérieur, il ne faut pas négliger le pourtour des fenêtres et des porte-fenêtres. Sinon, ça crée des ponts thermiques. Et ça, quand tout est isolé et que ces tours de fenêtres ne sont pas isolés, ça va créer un point de rosée, donc des désordres éventuels, de moisissures ou de parois froides à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on va vous demander de déposer toutes les persiennes, toutes les occultations existantes, et en mettre des nouvelles qui soient adaptées à la nouvelle taille, puisqu'il y a 3 cm de tours qui sont refermés. Et on met que 3 cm à cet endroit-là. On ne met pas 14 cm pour vous gâcher la vue. Hein. C'est juste pour couper le pont thermique. Mais c'est indispensable dans une rénovation dans les règles de l'art. On isole aussi les planchers bas. Alors, on a remplacé les menuiseries privatives d'origine qui étaient en simple vitrage. Ça, il faut savoir que ça s'appelle des travaux privatifs d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'en cas de rénovation globale, on va demander à tous les copropriétaires qui n'ont pas encore des doubles vitrages d'investir dans des doubles vitrages adaptés. Et ça fera partie du plan de travaux, mais dans la partie privative, évidemment. Mais ça ouvre droit aussi à des aides. Ensuite, quand on travaille sur l'isolation, on travaille forcément sur la ventilation, puisque ça va ensemble. Comme on va rendre votre bâtiment beaucoup plus étanche, il faut impérativement, et c'est réglementaire aussi, améliorer la ventilation. La ventilation, c'est souvent une source de déperdition importante, hein, donc c'est important. Au passage, évidemment, on a remplacé les chaudières, hein, ça c'est apparaît un peu le b.a.-ba. On est passé du fioul au gaz à condensation. Et puis, on est aussi intervenu sur d'autres aspects plus architecturaux, donc réfection des halls d'entrée. On a remplacé les garde-corps sur un côté, je vais vous montrer après ce que ça donne. Et puis tout ce qui est travaux de calorifugage, d'isolation des réseaux d'eau chaude sanitaire, etc., qui permettent aussi de gagner des points en gain énergétique et de faire des économies effectives d'énergie. Robinet thermostatique, etc.
Alors, juste pour vous remettre le planning, cet audit date de 2015. Les travaux ont été votés en juin 2017. Ils se sont déroulés sur 2018 et ils sont maintenant largement terminés. Alors, vous voyez les photos avant-après. Non, pourquoi je vais... Ah, ça ne retourne pas en arrière, si. Ah oui, c'est là. Voilà. Je cherche la photo avant. Vous voyez, vous avez une petite photo en bas, vous voyez la dégradation. Alors, j'attire votre attention sur les garde-corps qui sont de ce côté. Parce qu'il y a deux côtés, donc sur des garde-corps là qui sont directement contre la porte-fenêtre, avec cette vitre un peu violette, un peu désuète. Et donc là, typiquement, en termes d'embellissement architectural, ce qui a été fait, c'est de les remplacer par des garde-corps vitrés, mais qui sont au-delà de l'isolation, ce qui fait qu'ils ont gagné 40 cm de mini-balcon finalement, et ce que ça a donné la perspective à leur séjour. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, juste sur ce qui a été fait, vous pouvez voir le soubassement, le rez-de-chaussée qui a été traité différemment du reste des étages, avec donc isolé bien entendu, mais par-dessus une vêture en briques, ce qui l'intègre beaucoup mieux dans le bâti existant, avec beaucoup d'immeubles en briques dans ces quartiers, et ce qui assoit le bâtiment et aussi le rend moins fragile, comme c'est dans la rue évidemment, à des impacts ou autres. C'est efficace aussi pour ça, c'est plus pérenne. Alors il y a une isolation aussi des attiques. Là vous avez une photo à gauche. Les attiques, c'est les derniers étages qui donnent sur une partie de toiture, enfin dont le balcon est une toiture de l'immeuble, de l'appartement en dessous. Donc ceux-là, ils ont été isolés avec ce qu'on appelle de la mousse résolique, qui a la particularité d'avoir le même pouvoir isolant pour moins d'épaisseur et donc de moins perdre en profondeur de balcon. Voilà. Alors, juste pour vous parler des difficultés qui ont été rencontrées sur ce chantier. Alors la première difficulté, c'est qu'il est en site très dense, donc notamment mitoyen des deux côtés, en pleine ville de Vanves. Or, pour installer le chantier, pour négocier les conventions d'empiètement, puisqu'en fait, quand on fait une isolation, si on déborde sur une parcelle voisine, évidemment, il faut aller demander aux voisins l'autorisation, même si on a le droit de le faire. Et il faut se positionner. Là, en l'occurrence, on a dû se positionner sur la toiture d'un immeuble mitoyen. Et ce qui a posé des problèmes parce que l'autorisation n'a pas été obtenue facilement et donc ça a retardé le chantier. L'autre difficulté à laquelle on a été confronté dans ce chantier, c'est le dépôt de bilan d'une des entreprises principales. Heureusement, elle avait fait une bonne partie du travail, mais il a fallu gérer la suite. Et ça arrive, mais bon, comme on est responsable, on engage notre responsabilité légale sur le sujet avec la dommage ouvrage et autres. On a dû se débrouiller pour finaliser ce chantier malgré ce problème. Et ensuite, les résultats de cette rénovation, c'est que donc on a déjà une satisfaction énorme de tous les copropriétaires. Donc ça a été remonté. Ils n'en revenaient pas d'avoir autant d'économies d'énergie. Ils n'en revenaient pas du confort, de la qualité architecturale de ce qui a été pensé. En fait, leur immeuble est complètement relooké. Il peut repartir pour 30 ans, 50 ans, en étant homogénéisé par rapport à des immeubles neufs du quartier. Donc, ce qui leur a permis de gagner aussi en valorisation de leurs biens, évidemment, puisque quand on gagne des étiquettes énergétiques, on revalorise son appartement. Donc, pas seulement par rapport aux gains énergétiques et au confort, mais aussi tout simplement parce qu'il est beaucoup plus beau et beaucoup plus performant. Donc il est mieux classé, donc il va mieux se vendre. Voilà. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions sur cette rénovation? Ou, sinon, vous pouvez venir nous voir sur notre stand Réanova. Ou nous contacter par la suite si vous avez un projet de ce type pour la suite. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours bien d'avoir un retour concret. On va faire passer un micro pour des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour que les questions soient enregistrées dans la captation. Ouais. Bonjour. Vous avez dit qu'il valait mieux que pour le DTG, qu'il fallait mieux le dissocier idéalement d'un vote en AG.
Je me demandais pourquoi, parce que déjà c'est très compliqué évidemment d'avoir une AG, c'est compliqué de mobiliser les copropriétaires et ça paraît un effort supplémentaire assez conséquent et donc je me demandais vraiment l'intérêt. Alors, donc, ce que j'ai dit, c'est que sur la réunion de fin de DTG, c'était mieux de la faire effectivement à un autre moment que l'AG, idéalement un mois, 2 mois en amont. Réservé pour les exposants. Pourquoi ? Parce que le DTG, ça va présenter des scénarios divers avec des montants souvent très très importants. Et donc le risque en fait de les présenter juste avant l'AG, c'est que les copropriétaires, à part le conseil syndical qui a suivi l'audit, les autres copropriétaires, ils n'ont souvent pas grand-chose comme idée de ce qui se passe. Et donc ils arrivent, ils voient des montants vraiment qui peuvent être faramineux quand on regarde le montant à l'échelle de la copropriété. Et ils se disent, non, mais impossible qu'on vote quoi que ce soit, ça ne nous mène nulle part. Et donc une réaction assez violente. Et alors que souvent, ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on constate, c'est que quand ils prennent le temps d'y réfléchir à froid, de se renseigner, de regarder tous les arguments là, que Madame Emmerich a déroulés sur la valorisation, notamment patrimoniale du bien, ils reviennent en arrière, ils voient les aides, etc. Il faut avoir le temps en fait, de dissocier le moment de l'information du moment de la décision. Et même si je ne dis pas vraiment que c'est évident au niveau de l'organisation de la copro, on ne dit vraiment pas ça, mais c'est important pour mener à bien les projets, sinon on s'expose vraiment à des refus. Voilà. Oui, puis on peut mobiliser quand même les gens comme il n'y a pas de convocation à l'AG pour la réunion d'information, on arrive quand même à le faire et justement ça montre les gens motivés. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour qu'ils digèrent ce projet. Et puis une présentation de DTG, ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Donc, plus les questions et tout. Plus l'AG, c'est pas très agréable. Moi j'ai une petite question, je comprends qu'on a des subventions ou des aides si on fait des rénovations globales. Et j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas grand-chose pour les copropriétés qui, il y a 6 ans, ont déjà changé leur chaudière et il y a 2 ans, ont changé la toiture, quoi. Alors oui, ça c'est ce qu'on appelle dans notre jargon gâcher le potentiel. Si des copropriétés ont été assez vertueuses en faisant des travaux régulièrement, le problème c'est qu'elles n'auront plus les 35%. Et c'est un autre problème, c'est-à-dire que en fait, on raisonne globalement. C'est-à-dire que si vous... Avant de changer votre système de chauffage, par exemple, il faut d'abord penser à réduire les besoins, donc en isolant et en intervenant sur tous les points sur lesquels on peut gagner des points. Et ensuite, à ce moment-là, on réfléchit au système de chauffage et d'eau chaude sanitaire et on le dimensionne en conséquence. Et donc, quand le projet est pensé globalement, on n'aura pas, par exemple, une chaudière qui est surdimensionnée après isolation. Ça sera beaucoup plus cohérent, beaucoup plus intelligent, en fait. Et... Si vous ne vous dirigez pas vers une rénovation globale, c'est le DTG qui va permettre de savoir si vous pouvez obtenir les fameux 35% ou pas. Mais sinon, vous rentrez juste dans la logique de la programmation pluriannuelle des travaux. Donc en fait, vous continuez ce que vous faisiez déjà en faisant un entretien régulier de la copro. Mais effectivement, les aides MaPrimeRénov' sont destinées aux rénovations globales sur des copropriétés qui sont dans un mauvais état énergétique, on peut dire quand même. Après, on peut aller chercher les 35%, même si la copropriété a déjà fait des travaux, par exemple en allant chercher de l'énergie renouvelable, des pompes à chaleur typiquement. Mais c'est plus compliqué. Du coup, c'est moins fluide. Oui, alors en termes de chaufferie, quels sont les critères en fait qui permettent d'évaluer à la favorabilité en fait du changement et de l'amélioration en fait de la chaudière pour que vous estimiez en fait que c'est nécessaire de les changer ou ce n'est pas nécessaire et qu'on maintient tel quel? Alors typiquement, c'est l'ancienneté d'abord de la chaudière, de la chaufferie. Si on est à plus de 20 ans, 25 ans, voire 35 ans pour des chaudières au fioul, on va dire qu'elles ont fait leur temps. Elles seront plus elles sont plus du tout efficaces et on peut faire beaucoup mieux. Donc là, c'est même du potentiel. C'est très bien d'en avoir ça parce que comme ça, vous êtes sûr d'avoir les 35% d'emblée. Ensuite, ça peut être justement, est-ce que la chaudière est bien dimensionnée ? Si elle est si elle n'est pas à condensation, par exemple, si elle est en gaz assez récente mais pas à condensation, ça ne sera pas très rentable. Donc et il vaudra peut-être mieux opter pour une chaudière plus compacte et à condensation
ou alors pour coupler, alors on fait beaucoup ça, donc des couplages, notamment de la pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire, ce qui permet d'arrêter les systèmes de chauffage pendant la saison estivale, donc une chaudière plus dimensionnée pour... voilà. Mais on est encore beaucoup dans le gaz, hein, parce que c'est assez difficile. Par contre, nous, on aime bien innover et proposer, par exemple, de la chaudière bois, dans certains cas, notamment passer du fioul au bois, c'est très bien, avec des pellets de bois. Où on travaille aussi sur des projets qui sont encore plus pionniers, sur de la géothermie. Donc géothermie par sonde, éventuellement géothermie de nappe. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas encore abouti, mais on a au moins 2 projets qui sont sur ces modes-là. Oui, s'il vous plaît, vous avez cité là que ça, pour un appartement donné, sur un effort important, la rénovation, que c'était 63 € par mois. Quand arrivez-vous à chiffrer à quel moment arrivez-vous à chiffrer? Parce que pour la présentation des projets à la copropriété, c'est très important. Bien sûr. En fait, on est arrivé à le faire dès le DTG. C'est justement... on l'estime de manière assez précise. En fait, pour chacun des scénarios, on va le chiffrer. Déjà, on va calculer les aides auxquelles la copropriété peut prétendre, plus les prêts à taux zéro. Donc, nous, on a des systèmes de simulation pour faire par typologie d'appartement, vraiment le reste à charge et l'effort mensuel, après économie d'énergie aussi, qui sera simulé dans chacun des scénarios. Donc, en fait, on vous présente ça dans le DTG. C'est partie intégrante du DTG et ça aide énormément à se projeter, effectivement. Ouais. Et en vote de conception, évidemment, c'est un des aspects les plus importants. Une dernière question. Peut-être, madame, vous en avez déjà posé une, donc je vais donner à monsieur. Je vous soumets rapidement une équation avec 2 paramètres qui concernent un bâtiment avec une partie basse ancienne, 1970, relivré en 2018, donc rénové par un promoteur. Bâtiment qui a été surélevé de 2 étages, lui livré aussi en 2018. Donc du point de vue chronologie et peut-être aussi rénovation, que faut-il répondre? Pour les cas particuliers, venez nous voir sur les stands. Hein. Vraiment, n'hésitez pas. Non, mais surtout si ça a été refait en 2018, c'est que c'est déjà aux normes actuelles. Donc, on va devoir malheureusement s'arrêter là. C'est la fin de la conférence.